Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de On en parle en chien. Ici Jessica Gagnon. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, l'épisode est présenté par la boutique Animaux, etc. d'Amos. Et je vous ai amené, les filles, on va présenter notre invité tout à l'heure. Je vous ai amené, en fait, une petite sélection de mes gâteries préférées pour l'entraînement canin. Et j'ai nommé les gâteries Oven Baked, tradition qu'on tient justement à la boutique. Fait que dans le fond, là, les gâteries Oven Baked, pourquoi c'est mes préférées? C'est qu'elles sont molles. Fait que c'est vraiment... moi aussi, c'est mes préfs. Ben, effectivement. Ils viennent en plusieurs différentes saveurs. Fait qu'on a, toi, t'as foie, poulet, citrouille, dinde et chanvre, on a bacon et on a canard. Et comme je vous disais, elles sont molles. Fait que c'est parfait pour comme tricker ton chien en divisant ta gâterie en 4 petits morceaux. Ça fait comme 4 gâteries dans une. Sont molles, sont hyper appétantes, sont vraiment pas dispendieuses. 5,69 pour le gros sac de récompense. Fait que c'est parfait quand tu veux travailler ton chiot, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, travailler avec les chiots. Donc, les chiots, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais travailler la propreté avec ton chiot quand tu as distribué énormément de récompenses, ben, les gâteries d'entraînement Oven Bake sont vraiment parfaites pour ça. Puis, comme je vous ai dit, on les tient à la boutique Animaux, etc. d'Amos, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour des conseils, les meilleurs conseils et acheter vos gâteries d'entraînement aussi chez nous. Ben oui, puis c'est parfait aussi pour juste récompenser les comportements quotidiens avec un jeune chiot, là, pour montrer justement qu'est-ce qu'on souhaite, donc les comportements souhaitables. Oui, perso, moi, c'est mes préférés. Je dirais que mes chiens ont vraiment une préférence pour celle au bacon. Celle au bacon? Ouais. Tu vois, moi, c'est pas mal partagé entre foie et canard. Fait que ça varie. J'ai des petits becs fins, fait que foie ou canard fancy. Fait que c'est ça, les gâteaux Oven Bake. Nos préférés pour l'entraînement. Donc, aujourd'hui, merci Animaux pour la commandite. Et aujourd'hui, on reçoit Mélissa Chartier. Oui. Allô, Mélissa. Salut, enchantée. Oui, tu es intervenante en comportement canin. Oui. Cool. Fait qu'aujourd'hui, on te rencontre pour parler d'un sujet vaste mais pointu qui s'appelle les chiots. Fait qu'on va parler de bébétiens. Oui, c'est mignon en plus. Cette période si intéressante, mais si chiante dans le développement d'un chien. Fait que dans le fond, là, pour débuter, on va commencer en survolant légèrement le choix d'un élevage. Parce que quand on parle de chiot, soit on peut l'adopter en élevage ou en refuge. On a déjà fait un épisode là-dessus. On vous invite à aller la consulter directement sur le site de Médiaté ou sur YouTube. Mais on va quand même parler du choix d'un élevage. Donc, comment on choisit ça, un élevage? Bien, en fait, pour commencer, tu vas vraiment vérifier quelle race qui te convient par rapport à ton rythme de vie. Fait que ça, je pense, c'est la base. Avant de même choisir l'élevage, on va regarder quelle race on va adopter. Puis pas juste parce qu'ils sont beaux, là, mais parce qu'ils vont convenir à notre quotidien, notre mode de vie. Oui, absolument. Fait que si on est un petit peu plus sédentaire, on n'ira pas nécessairement vers un berger australien. Un border collie. Exactement. Un bouvier australien. Puis ensuite de ça, j'aime beaucoup faire des recherches sur l'éleveur, à savoir est-ce qu'il est éthique, est-ce qu'il y a un programme de socialisation, donc est-ce que l'éleveur va faire socialiser les chiens. Puis là, la socialisation, c'est comme très, très vaste. Ouais. C'est pas juste de socialiser avec d'autres chiens ou avec des humains, on va parler d'environnement aussi. Ouais. Si je suis une personne qui va faire beaucoup de routes, mais je vais essayer d'avoir un éleveur qui va déjà avoir intégré ça tranquillement. Absolument. Si je vais le chercher à Montréal, mais je veux pas qu'il soit stressé pendant 8 heures, mais que je revienne. Non, si tu as des oiseaux, optez pour, mettons, un éleveur qui peut-être a des oiseaux dans son environnement ou qui va porter une attention particulière à désensibiliser ton chiot ou les chiots aux oiseaux parce qu'il sait qu'il y a un adoptant qui a des oiseaux à la maison. Ça pourrait être... Ouais. Faire beaucoup d'habituation progressive. Souvent, un bon éleveur, c'est ça, c'est qu'il va vraiment, comme tu l'as mentionné, avoir un programme de socialisation qui est très complet. Fait que vraiment faire découvrir de façon progressive et positive différentes textures, différents bruits, différentes odeurs, différents environnements, différents autres chiens, d'autres personnes. Fait que personnes de différentes ethnies, jeunes enfants, adultes, personnes âgées, tu sais. Mais toujours, évidemment, dans un contexte, évidemment, progressif et positif. Absolument. Ça, c'est important. Puis, on a même des éleveurs qui vont travailler déjà la propreté. Fait que ça, c'est un petit must pour nous. Fait que ça va nous aider aussi là, à la maison à pouvoir poursuivre ça. Fait que c'est assez vaste là, au niveau de qu'est-ce qu'on va chercher chez un éleveur, mais aussi les recommandations. Je pense que c'est très important de voir si on connaît d'autres personnes qui ont eu affaire avec ces éleveurs-là. Est-ce qu'il y a des tests aussi de santé, des bilans de santé, pour être sûr qu'on ne se ramasse pas avec un bouvier
qui va être dysplasique, par exemple. Absolument. Un bon outil qu'on peut utiliser, ça va être le site web du CKC, fait que le Canadian Kennel Club, qui offre une liste d'éleveurs qui sont certifiés CKC, fait qui payent leur enregistrement de leur portée à chaque année. Fait que vous pouvez faire la recherche directement sur le site web de la CKC et c'est un très bon indicateur d'un éleveur qui est enregistré au club canadien. Oui, c'est ça, Canadian Kennel Club, le club canin canadien. Puis il y a aussi un autre bon outil de recherche qu'on peut utiliser qui va être le site web de la MAPAC. Parce que c'est aussi important de savoir si ton éleveur n'a pas déjà été condamné pour cruauté, mauvais traitement ou juste mauvaise pratique d'élevage aussi au niveau de la MAPAC. Fait qu'il y a un outil de recherche là-dessus aussi. Vous pouvez taper soit le nom de la personne qui possède l'élevage ou carrément le nom de l'élevage et vous allez voir les condamnations des gens dans votre secteur qui correspondent à ça ou dans le secteur que vous ciblez, en fait, qui correspondent, qui ont déjà eu des condamnations. Puis, ça va vous donner une indication, savoir si tu pas pire, si tu pas pire, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, un éleveur qui élève plus que 2 races aussi, moi, ça, je mets un petit red flag aussi, oui, effectivement. Oui, absolument. Absolument. Parce que si on veut vraiment voir l'élevage aussi. Oui. Est-ce qu'on peut voir les parents aussi ou on va arriver là, il y a juste les chiots, on ne peut pas voir les parents, ni le père, ni la mère. Je pense que c'est toujours le fun de voir un petit peu leur tempérament. C'est beau que l'éleveur va nous dire que les parents sont super calmes, qu'ils côtoient plein de gens, des enfants, puis ça va bien, mais est-ce qu'on peut le voir, ça? Fait que c'est toujours le fun. Hein? Un éleveur qui a beaucoup de chiots disponibles sur Facebook aussi. Oui, qui met ça sur les petites annonces, Kijiji, puis tout ça. Souvent, c'est mauvais signe, là, qui fait de la vente sous pression. Le temps d'attente aussi. Oui, absolument. Ouais. La plupart des bons éleveurs vont avoir une liste d'attente. Oui. C'est important de s'y fier, de s'y conformer parce que souvent, le bon éleveur va faire une portée quand il y a assez de demandes pour placer ses chiots et non parce qu'il a envie de faire une portée. Il y a souvent des entrevues aussi qui sont associées à ça pour s'assurer que la famille va convenir à cette race de chien-là puis qu'il ne sera pas, après ça, transféré d'une famille à l'autre. Il y a des contrats aussi. Les contrats, oui, c'est les contrats. Un éleveur qui ne reprend pas ses chiots, ça, pour moi, c'est un red flag aussi. Fait qu'il y a un éleveur que, finalement, ça ne fonctionne pas avec la famille. Il va refuser de reprendre ses chiots. Ses chiots vont se ramasser dans une SPCA. Ses chiots vont se ramasser charriés d'une famille à l'autre. Puis l'éleveur, une fois qu'ils sont partis de chez eux puis qu'ils ont encaissé le 1500$, il s'en fout. Oui. Un éleveur, souvent, qui va demander aussi un contrat soit de stérilisation. Oui, ces choses-là, c'est bon. Même chose aussi pour un éleveur, souvent, c'est ça qui va pas aussi t'offrir n'importe quel chiot, mais un chiot vraiment qui va suivre justement, il va attendre que le chiot soit, tous ces chiots soient un petit peu plus vieux, puis qu'ils aient commencé à développer leur tempérament pour savoir, OK, bien celui-là, il a un petit peu plus d'énergie, il pourrait te convenir mieux à cette famille-là. Celui-là, il a un petit peu moins niveau d'énergie, ou en tout cas, il semble plus sociable avec les enfants, bien, ça va plus convenir pour cette famille-là. T'sais. Absolument. Un autre, Colin, j'avais un autre point, mais je l'ai comme complètement oublié. C'est pas très grave. De toute façon, on n'entrera pas trop dans le sujet parce qu'on pourrait en parler juste ça pendant comme tout l'épisode. Là, on en a beaucoup discuté durant la première saison, mais c'est vraiment important, c'est ça, d'y aller vraiment avec un éleveur qui va être éthique parce que ça va beaucoup avoir d'enjeux après ça sur votre chiot. Fait que le chiot vraiment que chaque propriétaire va adopter. Puis c'est parce qu'après ça, c'est un peu comme le propriétaire qui est comme pris avec le problème. Là, puis on le sait que l'éleveur a un rôle crucial à jouer dans le tempérament. Bien, le tempérament est acquis plus comme à la naissance par rapport à la génétique, mais dans la personnalité du chiot, justement, si le chiot a une bonne génétique, si justement ses parents ont une belle santé physique, mentale, psychologique, si en même temps aussi, justement, le chiot a vraiment un problème de socialisation, fait qu'il est capable, va développer une belle capacité adaptative. Fait que tout ça, c'est vraiment important pour s'assurer d'avoir un chiot, en fait, qui a une belle, qui est bien équilibré. Les problèmes de comportement, ça peut remonter jusqu'à 5 générations en arrière. Ben oui. Fait que ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. C'est pas parce que les parents sont fins. Il n'y a pas de mauvais chien, non? Mais tu sais, c'est pas parce que les parents sont vraiment nice, parfaits, que grand-papa, grand-maman sont vraiment nice, parfaits, puis arrière-grand-papa, arrière-grand-maman sont vraiment nice, parfaits. Fait que tu sais, autant un chien réactif, ça peut provenir beaucoup de la génétique, puis on en parlera dans notre épisode sur la réactivité aussi, mais ça peut remonter très loin au niveau des générations aussi, là, les épisodes de réactivité ou les problèmes de comportement. Ou même de santé. Puis un bon éleveur va aussi choisir, oui, les chiens, mais même, supposons que le chien va évoluer puis il se rend compte que finalement, ils n'ont pas les bons critères. L'éleveur qui est éthique, finalement, ne reproduira pas ce chien-là. Même s'il a coûté 5, 6 000, 10 000 Absolument. S'il voit qu'il ne rencontre pas les critères, il va finalement pas l'utiliser pour la production.
l'élevage. C'est quand même Mais ça, c'est quand même malgré tout. ouais. Absolument. La quantité de fois qu'il va le faire reproduire dans une année ou dans sa vie aussi, c'est important. Oui, ben Ça oui. rentre dans- C'est un éleveur qui, à un Dans moment l'éleveur donné, éthique. il a toujours la même portée avec la même femelle, puis 1 ou 2 par année, c'est pas normal non plus. 2 portées là. par année, c'est pas normal Non, là, non, avec puis une même femelle. souvent, là, c'est une important par que- année. On essaie non, souvent, moi, en tout cas, les éleveurs que j'ai vus vont faire comme une portée à chaque 2 ans pour chaque femelle à peu près. Absolument. Ouais. C'est parce que ça va quand même difficile C'est physiquement. dur à là, pour porter. une- Là. Puis, tu sais, une chienne. nous autres, on en porte un, ça nous prend 9 mois à le produire. Eux autres, ils en portent 10-12, puis ça leur prend, c'est ça. Fait que c'est tough sur le corps d'une femelle, là, à une bonne tralée à gérer. Là. Fait que, Ouais. bref. Ouais, fait que ça va être le premier point. Par la suite, une fois qu'on a choisi un bon éleveur éthique, enregistré au CKC, qui a vraiment tous les critères qu'on veut et qu'on a choisi la race de chien, comment on se prépare à l'arrivée de notre puppy? On appelle une intervenante en comportement canin. Ouais! Ben, en fait, c'est très, très vaste, mais ce que j'aime beaucoup faire avec les clients, c'est quand ils m'appellent avant même que le chiot arrive pour pouvoir discuter puis préparer son arrivée. La prévention, c'est tellement important. là. Exactement. Puis j'aime beaucoup m'asseoir avec mes clients, s'ils ont des enfants, avec les enfants aussi, puis mettre déjà les cartes sur table puis les règlements. Qu'est-ce que notre chiot va avoir le droit de faire puis qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Pour pas que des fois, il puisse embarquer sur le divan puis d'autres fois non. Fait que de juste mettre les règlements clairs à savoir qu'est-ce qu'on va tolérer, qu'est-ce qu'on tolérera pas. Puis que toute la famille embarque dans ce projet-là aussi, c'est important. Qui va ramasser les petits cadeaux dehors, qui va donner la nourriture, avoir des petites tâches. Puis souvent, quand les enfants sont à la maison, de pouvoir les faire participer, c'est vraiment un must. Fait que ça, c'est ma partie quasiment préférée. Là, oui, j'aime beaucoup ça, voir le chiot, mais de voir un client qui est engagé et qui veut même se préparer avant l'arrivée, ça, c'est un petit must. Ben oui, c'est parfait. Puis justement, autant, oui, de qu'est-ce que le chien peut faire, peut pas faire, mais aussi même chose au niveau aussi de la famille, de savoir aussi comment bien interagir avec le chien. Surtout quand on a des enfants là, qui savent souvent un peu moins bien communiquer avec l'animal, qu'est-ce qu'on recommande, qu'est-ce qu'on, au contraire, on essaie de faire attention, connaître justement bien les signaux d'apaisement. Un chien, ça reste pas un toutou là, qu'on peut tout Non, faire avec. Fait que c'est important d'intégrer un cadre autant pour le chiot, mais pour la famille aussi, avec des règles à suivre. Qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas et qu'est-ce qu'on fait quand ce que l'on ne tolère pas arrive, parce que c'est immanquable. Par exemple, les sauts, les vols, les morsures, comment qu'on intervient quand ça arrive, parce qu'on ne veut pas non plus que maman agisse toujours d'une façon positive en redirigeant, par exemple, le comportement, mais que les enfants, coup de poing sur la tête, tu sais. Fait que vraiment, comme on va se mettre d'accord sur comment ça se passe quand ça se passe bien, mais comment ça se passe quand ça se passe mal aussi. Fait que ça, c'est... Puis comment créer les bons apprentissages de la bonne ouais. manière. Là, ça va plus se faire souvent à l'arrivée du chiot à la maison. Là, Pas renforcer ces comportements-là non plus. Fait qu'un enfant qui se fait sauter dessus puis qui part à la course, bien, le chiot va avoir beaucoup de plaisir à ressauter par la suite puis il va renforcer ce comportement-là qui est plus difficile à éliminer par la suite. Ben oui, ou juste de le flatter. C'est sûr qu'après ça, le chien, si ce qu'il cherchait, c'est du contact, ben là... C'est parce qu'il est tout petit, il est chaud, il est gros comme ça. Fait que même s'il met ses 2 petites pattes sur nous, c'est pas bien grave ou sur l'enfant, mais faut pas oublier que ce chiot-là, souvent, il va grandir puis il va grossir. Là. Fait qu'à un moment donné, quand il va sauter, il t'arrivera plus ici. Si c'est un chien de grande race, il va t'arriver ici, puis l'enfant, il va y arriver ses épaules. Il va basculer fait un peu. Le chien veut pas nécessairement mal faire, mais ça peut devenir problématique. Fait que c'est ça, de commencer vraiment, comme tu le mentionnes, avec des règles de base claires qu'on définit pour que ça soit en même temps concis pour le chien. Puis, tu sais, toujours constant et répétitif. Comme ça, il sait à quoi s'en tenir. Puis, ça ne vient pas mélangeant là, pour l'animal non plus. De préparer les enfants aussi, ça l'aide grandement. De pouvoir savoir l'endroit dodo pour le chiot, ça va être là, on y va pas. Quand il dort, on le dérange pas. C'est son endroit, c'est son lit. Quand il va vouloir aller là, c'est parce qu'il veut de la tranquillité. De pouvoir mettre des limites, en fait, aussi aux enfants pour que le chien se sente bien et qu'il soit bien accueilli. Là. Absolument. C'est quoi, mettons, au niveau des accessoires, les musts que tu conseilles à quelqu'un qui vient de s'adopter un chiot? Bien, en fait, moi, je vais beaucoup avec des longes, harnais. Je suis pas type laisse pour commencer parce que le chien, quand il arrive, le chiot, il y a tellement de nouveautés. Premièrement, on va le séparer de sa fratrie. On le sépare de sa mère. Probablement qu'il va prendre la voiture puis il n'aura peut-être pas fait autant de route que ça. Ouais. Là, on l'envoie dans un nouvel environnement avec des nouvelles personnes. Il y a tellement beaucoup de choses à découvrir que si déjà d'emblée on veut travailler la marche en laisse, moi je trouve que c'est trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. Mais moi je suis beaucoup harnais, laisse. Après ça, un petit coin dodo pour le chiot. Même si on a
Une cage, ça peut être une possibilité. Je suis vraiment pas fermée à ça. Je trouve que c'est réconfortant pour le chiot, mais il faut qu'elle soit bien entraînée. Oui, bien intégré, parce que Absolument. souvent, les gens ont ça, puis ils pensent qu'ils peuvent garrocher le chiot direct dedans. C'est ça. Jour 1, il faut s'attendre à ce que le chiot va pleurer, là, oui. qu'on puisse être proche de lui, qu'on puisse le réconforter. Fait que c'est pas tu mets le chiot dans la cage puis on est supposé bien dormir. Il faut se préparer à ça. On va avoir un chiot qui fera pas ses nuits pour commencer. Il va être un peu déserté, désorienté. Il sera pas propre non plus. Il faut s'attendre à ça. Fait qu'il faut se préparer puis déjà avoir des outils de base. Donc ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place. Puis c'est ça. Harnais, laisse, un petit coin dodo, jouet interactif aussi. Oui, moi, j'aime beaucoup mastication, qui va être très importante. Gâterie plus d'entraînement. Exact. Oui, collier. Moi, j'aime bien le collier plat. Évidemment, pas pour les marches ou ces choses-là en longe. Là, on va mettre vraiment le harnais, mais je trouve que le collier plat, quand même, a des belles utilités quand même aussi dans certaines mesures. Un truc que je vais souvent donner aux gens qui viennent, mettons, en boutique animalière, parce que je suis conseillère aux ventes aussi à boutique animaux, puis c'est investisse pas 70$ dans un harnais pour commencer. Ça sert à rien d'investir ce montant-là. Ton chiot, au bout de 2 semaines, il fera déjà plus son harnais. Non, c'est sûr. Essaye les d'en harnais emprunter. évolutifs, des fois, là, mais à cet c'est plus âge-là, rare. souvent, c'est... Essaye d'en emprunter un à quelqu'un autour de toi qui a déjà eu un chiot. Essaye d'aller peut-être au magasin usagé. à $1, usagé. Magasin à $1, ils en ont des harnais. Fait tu sais, investis pas la totale pour commencer. Les accessoires dans lesquels tu devrais vraiment investir la totale, ça va être une bonne cage, un enclos si t'aimes mieux l'enclos que la cage, limite un petit lit ou des couvertures. Si tu veux entraîner... Des outils masticatoires plus, puis une coupe de jouets, là, sans en avoir 500, mais c'est sûr, quelques-uns quand même diversifiés. Là, un jouet qui fait du bruit, un petit toutou. Absolument. Une longe, une bonne longe. Oui, parce la que longe ça va te suivre puis l'arnais, toute sa vie. C'est ça va te suivre toute sa vie, puis la longe, ben, elle rétrécira pas, là, dans le sens que, tu sais, le chiot, il va tout le temps pouvoir la porter, sa longe de 30 pieds, là. Fait qu'une bonne longe, là, c'est vraiment aidant. Fait que ça, c'est des bons articles dans lesquels tu peux investir déjà en partant quand même un montant substantiel. Puis par la suite, ben, le harnais puis le collier très mignon que tu as vu sur Internet, ben, tu peux l'acheter plus tard, tu sais. Fait que comme ça limite aussi le fait que, ben, au début, ça peut être décourageant, le prix que ça coûte avoir un chiot. Ouais. Fait que, tu sais, de juste vraiment investir dans les bonnes choses pour commencer, l'essentiel, ça va nous aider justement à mieux répartir notre budget aussi. Parce qu'un chiot, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher un chiot. Exact. Fait que ça coûte combien à peu près un chiot la première année? Mettons, t'estimes ça à combien? J'ai pas fait le calcul, mais si on inclut le vétérinaire, si on veut stériliser notre chiot, la nourriture, toute la mastication qu'on va acheter pour éviter qu'il mordille nos petits coins de mur. C'est une très bonne question, mais j'ai pas fait le calcul, mais clairement que c'est... Tant qu'à moi, c'est un ça, on en avait parlé la bon dernière fois. 3 à 5 000 $, facile, là, la première année, là, c'est... Tout dépendant si tu inclus le prix du chiot puis comment il a coûté, Ouais. mais ouais, c'est quelques milliers de dollars, là. Effectivement, c'est cher. C'est vraiment cher à adopter un chiot, puis ça, il faut s'y préparer aussi, parce que si le chiot tombe malade, ben... Ça coûte des Venez frais, me là, voir, c'est je suis sûr. gâtée! Tabarouette! Fait que, ouais, c'est ça. Aussi, dépendamment si le chiot est malade, fait que c'est sûr qu'il faut se prévoir aussi soit un prix d'assurance ou un prix pour avoir un coussin pour le vétérinaire si jamais il arrive une bad luck. Ouais. Un chiot, ça mange tout. Fait que ça se peut, là, que dans les premiers temps... Je suis gâtée. Tiens! Petit poulet. Fait que la première nuit, tu disais, ça se peut qu'on ait rassuré notre chiot. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est mieux de le laisser pleurer dans sa cage puis d'attendre qu'il se calme ou on va venir réconforter? Comment, mettons, on devrait aborder ça une première nuit avec un puppy? Moi, les premières nuits, je m'attends pas à dormir. Je m'attends principalement à le réconforter, Absolument. puis créer un environnement qui va être plaisant pour lui. Donc, je veux pas que ça devienne une restriction, la cage, mais que ça devienne réconfortant. Ouais. Fait que je vais m'attendre à mettre un petit lit proche pour pouvoir être à côté de lui s'il y a des pleurs, puis pouvoir le réconforter. À la limite, ça peut être avec la cage ouverte, le flatter, faire comprendre qu'il n'est pas tout seul, puis que c'est pas si épeurant que ça d'être dans un nouvel environnement. Fait que je vais vraiment l'aborder comme ça. Je veux pas que ça soit sous terme de punition, mais vraiment que ça devienne un endroit qui est réconfortant puis sécuritaire aussi. Ouais. Ben oui. Moi, c'est ce que je recommande aussi vraiment à mes clients, là, c'est justement de garder le chiot à proximité les premières
les premières nuits, évidemment. Puis, c'est souvent, dépendamment, c'est sûr que nous, on est comme en région éloignée, fait que c'est sûr, des fois, les éleveurs sont plus loin de nous. Là. Mais, exemple, si votre élevage est à proximité de chez vous, bien, l'idéal, souvent, avec un bon éleveur, c'est que tu vas pouvoir aller voir déjà ton show une fois que tu l'as choisi. Tu sais, déjà commencer à créer un petit lien. Fait que, souvent, le show, quand il part, au moins, il y a déjà un petit repère. Tu sais, il connaît ton odeur, il l'a déjà souvent associé positivement. C'est plus facile de, comme, faire la transition aussi. Là. Des fois, il y a des éleveurs qui font des sorties éducatives avec les chiots, puis là, ils invitent les familles à participer. Fait que ce fameux lien-là, il commence à se tisser, là. Puis le chiot, tu es déjà habitué un peu de sortir de son environnement, d'aller un peu ailleurs, puis de comme délaisser un peu aussi des fois, soit leur fratrie ou leurs parents. Fait que, on dirait que c'est sûr que l'adaptation se fait souvent plus rapidement, là, évidemment. Des fois, si vous avez à la maison un autre chien, c'est sûr que souvent le lien va se faire des fois plus rapidement parce que le chiot va comme beaucoup se rallier un peu à l'autre chien, évidemment. La facilitation sociale, là, donc pas tout à fait de l'imitation, mais ça frôle l'imitation. Oui, absolument. Juste s'assurer que l'autre chien tolère bien aussi le chiot. Ben oui, parce évidemment. que là, lui, c'est un grand changement pour lui aussi. Là. Fait qu'il faut préparer ça. Là. Préparer les enfants, mais si on a d'autres animaux, on va les préparer. C'est un peu plus de place. T'es dérangeant. Il va seulement regarder dehors. Oui, c'est ça. Moi, les premières nuits, je ne m'attends pas à ce que bébé dorme 100% du temps dans sa cage. Non. Si la porte doit rester ouverte pour qu'il soit plus à l'aise, ça sera ça. Puis tranquillement, pas vite, on va renforcer cet endroit-là pour que le chien devienne à l'aise. Puis qu'on puisse aussi revenir dans notre lit à un moment donné. Là. Dans le fond, c'est vraiment une adaptation autant pour vous, mais pour le chiot, pour les autres membres de la famille. Fait que c'est d'y aller, c'est ça, progressif. Puis de ne pas avoir d'attente non plus, je pense, parce qu'aussi, ça va varier d'un chiot à l'autre. Ou de se comparer. Qui vont avoir une meilleure capacité adaptative que d'autres. De se comparer. Le chien que j'ai eu il y a 10 ans, il faisait pas ça. Mais c'est normal, c'est pas tous le même. Les chiens sont des individus à part entière. Respecter le rythme d'évolution puis d'intégration de chaque animal, puis s'adapter. Parce qu'une technique qu'on va super bien fonctionner avec un chiot ne fonctionnera pas nécessairement bien avec l'autre. Fait que c'est pas parce que ton premier chiot que tu as déjà eu, tu pouvais le laisser dans la cuisine, dans son petit coussin, puis la première nuit, il a fait une nuit, puis il était déjà propre, que ça va être nécessairement le cas avec ton autre chiot. Là, je préfère que mes clients s'attendent au pire. Oui. Par exemple, la propreté, moi, ce que je leur dis, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Puis même, des fois, ça va te dépasser ça. Attends-toi au pire, puis tant mieux si ça va mieux. On va être moins découragés que de se fixer des objectifs. On n'a pas de contrôle. On a un certain contrôle, mais on n'a pas tout le contrôle sur la propreté. Puis à un moment donné, il y a la vessie aussi qui doit se former, puis doit être capable d'avoir une retenue. Là. C'est comme ça, à un moment donné, tu demandes à un bébé naissant humain d'être capable de se retenir. À un moment donné, il y a quand même une certaine capacité. C'est quoi qui est réaliste? C'est quoi qui est réaliste, mettons, de se dire... Tu sais, au combien de temps c'est normal que notre chiot fasse pipi, mettons? Ben moi, la nuit, c'est au moins à chaque 4 heures au début, même minimum. Il faudrait que tu te lèves la première semaine facile. Dépendamment, il y a quel âge, là, ça dépasse ta date. Si ton chiot d'un éleveur plus éthique, il va le laisser partir à 3 mois, versus à 2 mois, c'est sûr que là, la retenue ne sera pas la même. Des fois, ça dépend aussi de la race, aussi d'un petit chien de petite race versus un chien de grande race. Souvent, la propreté va être plus facile parce que la vessie est quand même un peu plus grosse, on s'entend. Fait qu'il y a beaucoup de choses à rentrer. Moi, 2 jours, c'est à chaque heure, je sais pas vous autres. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est mets-toi un timer aux heures. Puis si ça va bien aux heures, bien vas-y aux heures et demie, aux 2 heures, puis commence tranquillement comme ça. Puis aussi, il y a des moments précis où le chiot va être plus subtil à faire ses besoins. Fait qu'au lever, que ce soit le matin ou après une sieste, après avoir mangé, après avoir joué, c'est des moments propices à faire ses besoins. Si vous le voyez commencer à sentir au sol alors qu'il jouait, bien là, on sait qu'il est désintéressé de son jouet pour faire autre chose. Donc, peut-être que c'est un indicateur aussi que le chiot est prêt à aller dehors. Soyez à l'affût des signes. Puis, si vous n'êtes pas capable d'être à l'affût des signes, moi, 2 trucs que je donne à mes clients. Le premier truc qui est quand même restrictif pour l'humain et pour le chien. Deuxième truc qui est pas mal plus restrictif pour le chien. Premier truc, la technique du cordon ombilical. Je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises, mais moi, j'attache, mettons, une laisse après moi, puis le chiot doit me suivre partout dans les temps où j'ai pas le temps de le watcher. Mettons, je suis en train de faire la vaisselle, genre. Fait que je vais attacher le chien après moi, soit avec une longe, avec une laisse un petit peu plus longue, 2 laisses attachées ensemble, par exemple. Puis, je vais, comme ça, aussitôt qu'il va bouger, bien, je vais le sentir. Fait que comme ça, je vais être capable de faire « Oh, je pense que c'est le temps ».
T'sais. Fait que comme ça, quand je peux pas le watcher, ben je le watch pareil parce que ben je suis capable de sentir au minimum quand il est en train de tourner, être plus en mouvement. Oui, exactement, comme sentir une tension. Sinon, c'est plus restrictif pour le chien, mais quand je suis pas capable de le watcher, poup, on demande dans le clos, dans la cage, avec quelque chose à faire. Fait que comme ça, à ce moment-là, ben t'es sûr qu'il n'arrivera pas d'accident, on n'a pas de régression au niveau de la propreté, puis on est capable de le sortir quand même fréquemment avec notre cadran aux heures, mais on sait qu'entre-temps, fait que dans le gap du 1 heure, ben il n'y aura pas de pipi un peu partout. Fait que c'est pas mal moins fatigant d'avoir à restreindre notre chiot que d'avoir à ramasser de la pisse partout. Tu sais, de faire un mix des deux, je pense que c'est l'idéal parce que le chien il n'est pas toujours avec toi, il est capable de maintenir une certaine distance. On peut donner la mastication dans sa cage pour qu'il ait du plaisir aussi, mais au moins, c'est ça, il n'ira pas faire ses petits besoins dans des petits coins. Sur le tapis ou genre, tu sais, souvent, c'est ça qu'on va entendre. Parce que je veux juste qu'on s'assure que les clients ne fassent pas juste attacher leur chiot après eux, puis que le chien développe une certaine dépendance avec son humain. C'est pas l'objectif. Donc, un mix des deux pourrait être très bien. Tu as très, très raison. Mais dans tous les cas, ça demande beaucoup de temps d'avoir un chiot, puis beaucoup d'être attentif. C'est un peu comme un jeune enfant. Bien, avant l'âge d'1 an, même 2-3 ans, tu es tout le temps là à le watcher, qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est la même chose pour un chiot, là, parce que là, autant au niveau de la propreté, mais autant il peut être en train de mastiquer quelque chose que tu veux pas qu'il mastique. Fait que, tu sais, il faut vraiment beaucoup de surveillance quand on a un jeune chiot, là, parce que c'est beaucoup avec la surveillance qu'on va être capable d'éliminer justement des problématiques comportementales qui pourraient se créer, comme justement se mettre à tout détruire. C'est ça, si ton chiot il a le temps de manger le coin de divan avant que tu t'en rendes compte, il va apprécier ça, il va avoir trouvé un certain plaisir, il risque d'être renforcé à plus le faire, même si tu le surprends ou quoi que ce soit les fois qu'il le refait. Fait que, tu sais, d'être toujours en surveillance, beaucoup analyser notre chiot, bien, ça permet d'éviter plein de problèmes à venir, comme justement la destruction, la malpropreté, tout ce qui est au niveau aussi de, mettons, je pense aux creusets à l'extérieur, aux endroits inappropriés. Tout ce que l'humain juge qui est un problème de comportement, mais qui est juste naturel et normal. Monter, mettons, sur le divan si tu veux pas qu'il monte sur le divan, tu sais. Absolument. Fait que, beaucoup de surveillance au début pour être capable de rediriger avant que ça l'arrive. Fait qu'on voit qu'il arrive pour manger le coin. Il arrive pour avoir de l'intérêt sur le divan. On le redirige, sort le jouet. Joue avec lui ou propose-lui. Puis d'en mettre beaucoup à sa disponibilité aussi, parce que le chiot, quand il est arrivé au divan, c'est parce qu'il cherchait quelque chose à faire. Mais si on met quelques jouets ou de la mastication au sol, ça se peut qu'il ne se rende pas au divan parce qu'il va être déconcentré par un petit jouet. Puis finalement, ça l'intéressait. Beaucoup aussi une rotation, puis de la diversité, parce que si, par exemple, il y a 56 jouets, mais ils sont tout le temps là, puis tu ne fais pas de rotation, c'est sûr qu'à un moment donné, il va finir par s'entonner. Puis ça se peut que là, il cherche à aller voir les autres choses dans son environnement qui pourraient être intéressantes aussi. Là. C'est drôle parce que tout ça, les éducatrices en milieu de garde pour les enfants pourraient nous le dire, ils font la même chose. Oui. Ils font des rotations avec les jouets pour pas que les enfants ils s'habituent à un jouet puis qu'ils manquent d'intérêt. C'est un peu la même chose avec le chiot. L'entraînement à propreté pour un enfant, ça doit être sensiblement pareil que l'entraînement à propreté. C'est dans le fond de continuer à développer la curiosité parce qu'à la base, n'importe quel être vivant est curieux face à la nouveauté. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, justement, si on essaie de tout le temps créer plus d'enrichissement puis de nouveauté au niveau de l'environnement, bien, le chien va rester comme, justement, curieux. Puis intéressé, il va avoir plus d'intérêt envers ça. C'est ce qu'on veut, dans le fond, qu'il y ait de l'intérêt envers ses jouets, envers ses trucs à lui, tu sais. Puis qu'il puisse développer une certaine indépendance. Donc, de pas toujours être à côté de nous, mais qu'il puisse aller explorer, puis... Vivre sa vie, ça a nécessairement toujours besoin de l'humain, parce que l'humain ne sera pas tout le temps là, malheureusement. Non, puis on ne veut pas développer d'anxiété de séparation non plus. Là, ça, c'est quelque chose qui est quand même très complexe à éliminer. Fait qu'on ne veut pas se rendre là, on va le laisser prendre un petit peu d'autonomie. D'autonomie, oui, merci. D'autonomie, effectivement. Le puppy blues, c'est quelque chose que vous avez souvent entendu parler chez vos clients? Le genre de... fuck, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben c'est sûr, là, c'est demandant un chiot. Fait que souvent, les gens, c'est plate à dire, mais la plupart, ils font ça sur un coup de tête. Juste parce qu'un chiot, c'est donc bien cute, puis le monde dans mon entourage en ont, mais finalement, quand tu es prêt avec, puis tu te rends compte tout le travail, la job, l'entraînement, ça implique le don de soi. Au début, justement, pas beaucoup dormir les premières semaines, voire les premiers mois. C'est tellement beaux. Peu importe la race, chiots sont tous beaux. C'est vrai, hein? On a tout envie de les prendre et de les apporter chez nous, mais il y a une charge qui vient avec ça. Là. Ah ouais, Jésus, oui. Puis quand c'est ça, les gens souvent se rendent compte de cette charge-là, autant mentale puis physique. Puis tu sais, c'est de la demande, autant du temps, monétairement, tu sais.
Oui, absolument. Est-ce que c'est une décision qui a été réfléchie? Je Ou pense que c'est pas toujours c'est ça, le cas parce qu'ils sont tellement beaux qu'on est plus impulsif. Puis là, je généralise, mais c'est pas tout le cas. Il y en a que c'est vraiment réfléchi, puis sont dans le bon timing. Mais si on sait qu'un bébé s'en vient, peut-être que c'est pas le bon timing parce que là, on va avoir 2 bébés à gérer. Il faut essayer de trouver le bon moment. Absolument. Fait que oui, malheureusement, ça arrive que les clients disent finalement c'était peut-être pas le bon timing ou je suis pas sûre que j'étais prêt pour ça. J'ai peut-être pas choisi la bonne race ou finalement je m'attendais à ce que ça soit plus facile. Oui, ça, c'est important de choisir la race, comme on en a parlé, parce que tu as beau adorer le berger australien qui est vraiment beau, mais si il te convient pas, bon, finalement, tu l'aimeras pas plus que, mettons, le bichon maltais, que lui, tu trouves peut-être moins beau physiquement parlant, mais qu'au niveau des aspects, genre, il te convient mieux, fait que tu vas triper dessus puis tu vas dire que c'est le meilleur chien que tu as jamais eu, là, tu sais, là. Tu sais, souvent sur Google, les traits de caractère qui sont décrits, mettons, pour certains types de races, là, les traits de caractère ou genre les problèmes de comportement comme typiques du genre de race, là, c'est quand même assez véridique, là. Fait que, tu sais, berger australien qui pince, là, ben, c'est pas anormal, là, tu sais. Fait que ça fait partie de sa on peut race, s'y fier, là, vraiment, là, c'est tu sais. génétique aussi. Oui. Tu sais, oui, t'as à leur travail, tu sais, qu'ils faisaient peut-être que ton voisin a l'exception à la règle, là. Peut-être que ta cousine a adopté un berger australien super calme, qui est super fin, puis qui adore les enfants qui roulent en vélo à côté de lui, peut-être. Mais c'est pas une généralité. Ouais. Bon, on ne veut pas stigmatiser une race non plus, mais c'est important d'en prendre conscience parce que les races ont tellement été façonnées pour un travail particulier que c'est sûr qu'à force de reproduire certains gènes, bien, ça fait, tu sais, Ils ont été renforcés, ces gènes-là. Ben oui. Vraiment, vraiment. Puis depuis des générations, c'est renforcé, ces gènes-là. Fait que c'est vraiment difficile d'aller contre une génétique. Puis, tu sais, puis parler de génétique aussi, quand on parle de problèmes de comportement, c'est sûr que ça vient à point aussi parce que c'est ça. Si les parents ils étaient réactifs aussi, peu importe la race que tu adoptes, bon, ben ça va vraiment être difficile de venir contrecarrer ça. Fait que, oui, définitivement, genre, à venir jouer contre une génétique, on peut venir travailler un problème de comportement. On peut le contrôler, général, mais on n'arrivera pas à l'éliminer si c'est Exactement. génétique, Si ça vient de la instinctif. génétique. Là, tu sais, là. Puis on va essayer aussi de se contrôler au niveau de l'environnement. Moi, la première, j'en ai un berger australien, puis ça se passe super bien. Rassemblement, c'est pas quelque chose qui fait pour le moment. C'est sûr qu'il vient d'avoir 1 an. Mais il y a quand même des choses qu'on a mis en place pour pas développer ce petit comportement-là, puis que les gènes prennent le dessus. Donc, c'est pas... Ou de le canaliser aussi. Exact. Exemple, je pense à nous autres qui a des chevaux, puis tout, si on le canalise dans un environnement propice, adapté, mais comme au moins le chien peut reproduire ses instincts naturels, génétiques, instinctifs, dans un aspect contrôlé, ben c'est sûr qu'au final, comme toi, qui est allé faire du herding. Du herding, oui. Avec les moutons, ben justement, au moins le chien sait que dans ce cadre-là, c'est correct, puis comme il peut le reproduire, eh bien moi, il peut être capable de plus s'en défaire sur d'autres stimuli que normalement, s'il ne pourrait pas reproduire ses instincts primaires, ben c'est sûr que là, peut-être qu'il ferait plus une fixation là-dessus. Là, il va changer de cible. Fait que si on ne permet pas de produire justement le comportement de herding, donc de rassembler quelque chose de spécifique, bien, il va le faire sur des vélos, il va le faire sur des enfants qui courent. Puis là, on change de cible complètement, puis c'est vraiment pas souhaitable comme comportement, parce que c'est difficile à éteindre par la suite. Là. De se dire qu'on rencontrera plus jamais de vélo, ou c'est très tough. Oui, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Non, puis ça se travaille, mais de dire que ça se corrige à 100 peut-être que là, si le vélo pas. il passe à 1 km ou 2 à côté de toi, il va être capable d'en faire fi, mais là, s'il passe à grande vitesse, ben là, peut-être que le comportement instinctif va revenir au galop de façon naturelle. Oui, tout à fait. Absolument. Les premiers exercices à travailler avec un chiot à la maison, qu'est-ce que ça serait? C'est une bonne question parce qu'on a... Puis là, je généralise encore, mais on a toujours hâte d'avoir le petit chiot parfait qui va s'asseoir, qui va se coucher, qui va donner la patte aux commandes, qui va revenir. Je pense qu'on peut le laisser arriver dans son environnement. On peut le laisser apprivoiser puis socialiser au niveau de l'environnement, les nouvelles personnes. Puis apprendre des choses vraiment de base. Moi, le rappel au niveau sécurité, c'est pas mal ma première commande que je vais demander au client de travailler. J'aime beaucoup le assis pour tout. Je trouve que c'est une commande qui est assez simple à réaliser si on est constant. Puis ça fait partie aussi de ne pas sauter, en fait. Fait qu'on va éliminer un peu certains comportements. Fait que, par exemple, qu'on veut offrir le repas au chiot, mais on va lui demander un assis pour qu'on puisse y offrir au lieu qu'il nous saute dessus. S'il veut avoir de l'attention, mais au lieu qu'il nous saute dessus, on va attendre qu'il s'assoie pour renforcer ça. Fait que mon petit assis pour tout, j'aime beaucoup le renforcer dans différents contextes. Absolument.
Puis c'est un peu un mode de politesse aussi. Vraiment, c'est de la bienséance de base que moi j'appelle. Fait que, Ben oui. ton code de conduite en société là, qu'on a comme humain, là, ben, on vient de l'appliquer aux chiots. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour obtenir quelque chose? Ben, moi, assis. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour obtenir quelque chose? Mettons, on est à l'extérieur, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour obtenir plus de liberté? Reviens me voir, tu sais. Fait que, systématiquement, mettons, quand le chien va obtenir quelque chose, il va savoir à peu près où se diriger puis quoi faire pour l'obtenir au lieu de lui réfléchir par lui-même puis faire « je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça » parce qu'on n'a pas de cadre clair. Fait que, tu sais, au même titre qu'un enfant dans la cour d'école n'a pas le droit de puncher l'autre d'en face, ben moi, je veux pas que le chien me saute dessus, fait que je vais lui demander de s'asseoir à la place, tu sais. Ouais. Fait que montrer le bon comportement en amont de corriger le mauvais. Fait que, au final, j'aimerais qu'on mette de l'emphase sur le rappel parce que la majorité des chiots ont tellement perdu de repères qu'ils vont nous suivre. Ils sont super bons. Ah, le rappel, il est bon, il est vraiment parfait, j'ai pas besoin de le travailler. C'est peut-être une erreur qu'on fait parce que là, l'adolescence va suivre. Puis là, il va vouloir aller explorer un petit peu plus. C'est là que le rappel va être difficile. Donc, de renforcer le rappel déjà quand il est chaud. Quand il est poppy. Exact. Qu'il le fait naturellement en plus. Oui. Mais de continuer à le renforcer, ça, de le travailler. Oui, t'as vraiment un bon point parce que c'est vraiment important. Souvent, c'est ça le chiot. Il va vouloir rester à proximité les premiers mois. Renforcer la proximité volontaire, c'est toujours gagnant dans un contexte où on veut travailler le rappel éventuellement. Fait que, tu sais, au besoin, si tu te sens pas confortable de laisser ton chien loose, ben mets-le en longe. Ben, à chaque fois qu'il choisit de revenir vers toi, encourage-le fort puis récompense-le fort aussi. Ouais. Fait que, tu sais, toujours, mettons, renforcer le fait que volontairement, le chien va te donner le comportement, va permettre de prévenir les fugues éventuellement, parce qu'à chaque fois qu'il est proche de toi, c'est full payant, c'est tout le temps le fun. Puis il peut retourner à l'activité. Tu peux y retourner, on a tout le temps des interactions quand tu es proche de moi, puis quand tu me choisis, c'est tout le temps payant. Puis ça, c'est quelque chose que je vais répéter en consultation. Le rappel, c'est la commande que je ne vais jamais arrêter de payer grassement à mon chien. À chaque fois que mon chien revient, là, pour moi, c'est genre la plus belle preuve d'engagement et d'amour qu'il peut m'offrir parce qu'il choisit moi au lieu de choisir la feuille qui vole là-bas, le vent, jappe après les autos, tu sais, là, genre l'environnement, là, c'est super stimulant pour un chien, là, genre les sorties à l'extérieur, c'est super stimulant pour un chien, mais il choisit moi, qui voit tous les jours 24/7, tous les jours de sa vie. Fait que, tu sais, c'est l'exercice ou la commande que je ne veux jamais arrêter de payer. Oui, puis c'est une question aussi, tu veux pas de liberté, là, dans le sens où nos chiens sont tellement brimés dans leur liberté que, tu sais, c'est sûr que n'importe qui, moi aussi, je serais pris 23 heures sur 24 dans la maison. Peut-être que quand je serais dehors, j'aurais le goût de faire d'autres affaires. Là. Fait que, c'est vraiment important, puis juste question de sécurité aussi. Puis la longe va vraiment nous permettre aussi de renforcer le rappel. Oui. Parce que si le chiot ne revient pas par lui-même, au lieu de répéter la commande puis de diminuer la valeur de cette commande-là ou de ce mot-là, ben on peut créer une petite légère tension sur la laisse, taper des mains, l'inciter à venir, puis là, récompenser ce comportement-là. Donc, la longe, on n'est pas obligé de la tenir toujours, mais au moins, c'est plus facile après ça à avoir un contact direct avec notre chiot s'il ne revient pas par lui-même. Ben oui, puis juste question de sécurité, là, pour être sûr que, tu sais, si, mettons, justement, il ne revient pas, on n'a pas un bon rappel, ben moi, c'est ça que je dis à mes clients, peut-être que tu n'as pas un bon rappel, ben c'est sûr, il faut que tu aies longe parce que, tu sais, veux pas, s'il y a de quoi, n'importe quoi, il faut que tu sois en mesure, tu sais, d'avoir un contrôle sur ton animal. Là. Exact. C'était plus calme de le ravoir, puis que là, justement, il y a un orignal qui passe, ou juste tu vas traverser la rue, il faut que tu sois capable d'avoir certains contrôles, question de sécurité. Donc, avec la longe, je peux mettre le pied sur la longe, demander un rappel, créer une tension, l'inciter à venir. Renforcer le rappel. Avec des merveilleuses récompenses. Oui, avec la loi de l'attraction aussi, dans le sens que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire quand le chien ne va pas revenir, c'est qu'ils vont partir à la course après. Grave erreur. Recule. Recule, vire de bord. Je te jure, ton chien va beaucoup plus porter à revenir parce que c'est la loi de l'attraction. L'effet de meute aussi. Fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, là, finalement. Là. Mais aussi, c'est parce qu'il va développer bien du plaisir à ce qu'on court après lui. Fait qu'on va courir après toi, c'est du sens contraire. C'est ça, chaque fois que je reviens pas puis que je pars à la course, mon humain court après moi. C'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, on veut pas qu'il développe ce comportement-là ou le renforcer. Tu sais, souvent, la majorité des comportements du chiot, c'est nous qui les avons renforcés à la base. Vraiment. Parce que quand il était petit, il a mis ses petites pattes sur nous, puis on trouvait ça vraiment cute. Mais là, il est rendu grand, puis il se met les pattes ici, j'aime plus ça. C'est ça. Mais c'est quand même nous à la base, qui l'a renforcé, ce comportement-là. Puis le chien associé que chaque fois qu'il faisait ça, c'était gagnant. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il va le reproduire au même titre que moi, je reproduirais un comportement si on m'offre un gâteau au fromage. Ben oui. Ou tu sais, il joue, il nous mordit. On joue avec nos mains parce que lui, il est chiot tout petit, puis il fait juste ça.
Mais là, à un moment donné, il grossit, puis à un moment donné, on veut plus Il va qu'il prendre une vraie qu'il nous croquée, à un moment mordille, donné, mais là. c'est ça. Ouais. Des fois, c'est ça, c'est de faire attention parce que chaque comportement que nous aussi, on émet va avoir des répercussions sur, justement, notre chiot puis les comportements à venir, là. Tu sais, stand your ground quand tu décides que... Stand your ground en français. Mets tes pieds à terre, je crois. Mets ton pied à terre quand, par exemple, tu vas à l'animalerie, la conseillère à l'animalerie fait après ton chiot, qui saute dessus, qui a mordi puis qu'elle laisse Qu'elle faire. flatte. Hésite pas à lui dire, est-ce que tu peux lui demander de s'asseoir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui demander, je sais pas, moi, il roule avant de lui donner une récompense, si c'est ça ta règle à la maison. Comme, stand your ground, c'est toi qui décides, c'est toi qui mets les barèmes pour l'entraînement de ton chiot. Fait que si la visite rentre à la maison puis ils renforcent tout le temps le comportement du chien qui saute, parce qu'ils sont soit toujours en train de le toucher, soit toujours en train de le récompenser ou d'y parler comme des espèces de mongols, ben c'est sûr et certain qu'au final, ton chien trouve ça tellement payant qu'il va continuer de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter. Fait que hésite pas aussi à faire participer les gens autour de toi à l'éducation de ton chiot, à faire... Je veux pas qu'ils mettent les pattes... tes limites. Exactement. Je veux pas qu'ils mettent les pattes sur toi, demande-lui de s'asseoir. Si la personne dit « moi, ça me dérange pas », ben moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Parce qu'on renforce ce comportement-là. Puis là, tu as mis le point vraiment sur quand on sort avec notre chiot. Moi, une des commandes que je dis, en fait, c'est pas une commande, mais ce que je dis à mes clients, apprenez à votre chiot à ne pas aller toujours vers les autres, à ignorer, puis à être capable d'être en présence de d'autres personnes sans aller les voir pour pas développer de la réactivité par frustration par la suite. Moi, c'est une des choses que je dis à mes clients. Promenez-vous, tout le monde va vouloir aller voir votre chiot. Mets ta limite. Exactement, mettez vos limites. Parce que si le chiot a toujours de la proximité envers les humains, le jour où on va y enlever cette proximité-là, il va être frustré. C'est correct que le chiot se promène à travers d'autres mondes, à travers d'autres chiens. Il n'est pas obligé de toujours aller voir les autres chiens pour socialiser. Non, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être... Ça finit plus, là? Mais ça finit plus. Puis est-ce que ça nous dit que notre chiot va toujours avoir de la bonne socialisation? Pas nécessairement. Donc, de choisir les moments où il va avoir de la socialisation. Puis les moments de qualité, c'est important. Exact. Au lieu de quantité. Oui. Souvent, les gens veulent comme mettre trop leur chiot vraiment en contact avec, c'est ça, plein de monde, c'est correct, oui, c'est important de faire une belle socialisation, mais c'est important vraiment, c'est ça, de les qualifier, là. Absolument. La qualité over la quantité, comme tu le dis. Puis la socialisation, si on fait juste comme la survoler vite fait, parce qu'il nous reste comme genre 10 minutes, puis on a comme encore 8 points à voir. Fait que moi, la socialisation, mettons, c'est quoi la différence entre... est-ce qu'on peut qualifier la socialisation, puis c'est quoi notre rôle en tant qu'humain quand on adopte un chiot par rapport à la socialisation de notre chiot? Tu sais, la socialisation, ça commence à la base, on en a parlé un petit peu chez l'éleveur, chez l'éleveur, l'éleveuse, mais en fait, pas à la base, mais vraiment beaucoup chez l'éleveur, l'éleveuse. Fait que c'est vraiment de désensibiliser à plein de choses, puis d'apprendre le chien à être social par rapport à plein de choses. On a aussi une fenêtre de socialisation qui est ouverte légèrement durant la période où on va avoir le chien au début. Fait que jusqu'à 3 mois et demi à peu près. À peu près 3 mois, 3 mois et demi, on a la fenêtre de socialisation qui est ouverte. Fait que ça, c'est le moment où le chiot, dans sa vie, il est vraiment malléable au niveau de ses apprentissages. Fait que c'est là qu'on peut faire vraiment beaucoup d'associations positives avec les choses dans l'environnement, l'amener prendre une marche en ville, lui apprendre à ne pas réagir aux autos, lui apprendre à côtoyer des autos, côtoyer d'autres chiens, côtoyer des humains, côtoyer des enfants, plein de choses, mettons, qu'il faut qu'on habitue notre choix à faire. Humain, dans le fond, c'est vivre en société humaine. Tantôt, tu me parlais d'une grille de socialisation. Qu'est-ce qu'on veut apprendre à notre chiot? Cette grille-là est très, très, très complexe. C'est ce que je propose à mes clients. En fait, ce qu'on veut voir, c'est le chiot va être apporté à voir quoi dans sa vie. Oui. Est-ce qu'on va l'apporter partout? Puis l'objectif, c'est qu'il fasse de la voiture. Parce que socialisation, c'est pas juste avec des chiens et des humains. Socialisation, c'est avec des contextes, avec, tu disais tantôt, des textures, avec des sons. Fait que c'est vaste. Puis si notre objectif, c'est d'apporter notre chiot en voyage, par exemple, parce que nous, on est des grands voyageurs, bien, on a quand même beaucoup de choses à lui montrer. Fait que c'est dans une petite période. Exact, dans une petite période. Fait que c'est de choisir les bonnes socialisations qu'on va lui offrir. J'ai pas envie d'apporter mon chiot dans un endroit où il y a des chiens réactifs parce que, pour moi, c'est pas une bonne socialisation. Je préfère qu'il socialise moins souvent avec un Golden Senior, par exemple, où ça se passe super bien, qu'avec un chien qui respectera pas ses limites, qui va lui faire peur, qui va être trop intense. Oui, qui va lui faire sans développer même peut-être des peurs. l'agresser, mais des fois, si on y va avec un autre jeune chien qui ne sait pas trop socialiser puis qui fait peur... Il n'y a pas d'autocontrôle, qui est trop intense.
c'est vraiment de choisir Absolument. les bonnes socialisations. Oui, c'est ça. Fait que par rapport au contexte de vie de ton chien, c'est quoi qui est primordial pour toi? Puis qu'est-ce qu'on va venir comme choisir de socialiser? Puis de l'établir et de travailler là-dessus avant même de travailler sur le commandement de base. Ouais. Parce que moi, ça, pour moi, c'est vraiment primordial. C'est à privilégier d'avoir un chiot qui est socialisé dans les situations dans lesquelles on veut l'apporter plus tard. T'sais. Ça se peut, quand le chiot va arriver à la maison, on n'aura pas d'enfant, mais c'est un de nos projets. Bien, c'est sûr que je vais mettre l'emphase sur ça parce qu'éventuellement, je veux qu'il soit à l'aise avec des pleurs de bébé, je veux qu'il soit à l'aise avec des enfants qui vont courir partout. Fait que de voir aussi notre projet d'avenir, c'est quoi, puis qu'est-ce que le chien va avoir à vivre aussi à travers ça pour faire une intégration qui va être prévenir douce. au lieu de guérir. Exact. Exactement. Fait que dans la grille de socialisation, c'est très, très vaste, mais j'aime beaucoup m'asseoir avec mes clients puis regarder chacun des points. Est-ce que ton chien, tu crois qu'il va être... il va voir telle chose dans sa vie. Est-ce qu'on va le mettre en contact avec tel point? Puis de voir, il se situe où aussi? Est-ce qu'il est dans le rouge, il a vraiment peur de ça, puis on va le travailler, on va mettre plus d'emphase? Ou il est dans le jaune, il est un petit peu inconfortable, mais ça va? Ou il est vert, ça va super bien. Fait qu'on va mettre l'emphase sur les petits points rouges. L'adapter à chaque famille, à chaque situation, puis à chaque chien au final. Ouais. Exact. Parce qu'on ne peut pas tout voir, tout faire comprendre à notre chien dans la petite mini période de 1 mois. T'sais, on a tous des jobs et des obligations. Là. Fait que, on ne peut pas prendre non plus 1 mois de congé pour accueillir le chiot. Ouais. Là. Fait que, voir vraiment c'est quoi nos priorités puis comme travailler sur ces priorités-là le plus possible. Puis c'est là qu'une bonne intervenante en comportement canin peut vraiment nous donner un coup de main à venir comme un peu plus ciblé puis nous aider à nous mettre dans les contextes. Parce que, tu sais, veut pas, nous autres, on en a des contacts là, pour mettre ton chien en contact avec des poules puis des vaches puis des chiens équilibrés puis n'importe quel genre de truc. pas monsieur, madame, tout le monde, par exemple, c'est ceux qui ont ça. Mais je pense que l'important, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est juste, dans le fond, de l'apporter, tu sais, partout le plus possible avec toi. C'est sûr, là, si tu vas dans un gros rave, non, là, on s'entend, ou dans le gros party de famille, c'est peut-être trop pour commencer, mais tu sais, si c'est vraiment quelque chose, tu sais, que tu sais que ton chiot est à l'aise, il était quand même un peu mis en contact avec ça, ben tu sais, essaie de l'apporter le plus possible quand même avec toi, toujours dans des contextes progressifs et positifs, tu sais, fait qu'il va commencer à s'habituer à ton quotidien, puis si tu peux l'amener à ton travail, tu sais, comme nous, exemple, bon, ben à notre travail, ma collègue, elle a pu apporter son chiot les premières semaines, tu sais, fait que c'est dur de se perdre là-dedans parce que là, on leur dit, vous pouvez apporter vos chiots un peu partout pour qu'ils s'habituent, mais en même temps, il faut qu'il y ait des moments où ils sont seuls pour être capables de ne pas développer d'anxiété de séparation. Fait que c'est dur de trouver un équilibre, mais peut-être de se faire un horaire. Cet après-midi, je vais apporter mon chiot à la maison, mais le matin, je vais l'apporter au travail, mais ce matin, je vais le laisser à la maison ou vice-versa pour y mettre des pauses aussi parce que le repos, qu'on n'a pas encore parlé, est primordial. On parle beaucoup de dépenses d'énergie, de le faire socialiser, mais ça y prend du repos. Au même titre qu'un enfant qui est trop stimulé, bien, à un moment donné, il va être tellement fatigué qu'il va soit se mettre à nous grogner après parce qu'il était trop fatigué. Une crise de bacon. Oui, parce qu'un chiot, ça dort beaucoup. Là. Vraiment? Combien d'heures par jour? Moi, je dis tout le temps entre 18 et 20. Là, mais je m'en ai dit entre 15 et 20, mais effectivement, que c'est pas mal ce range-là. Fait qu'il faut s'attendre à ce que le chiot il a besoin de dormir, d'avoir sa place, puis pouvoir tout assimiler qu'est-ce qu'il a vu dans la journée. C'est quoi un signe de surexcitation chez le chiot? Se mettre à mordiller parce qu'il est trop... c'est un manque d'autocontrôle. Ouais. Fait que là, il n'écoute plus les fameux petits zoomies où il va se mettre à courir partout puis il y a 2 fils qui s'est touché. Oui, exactement. Mordiller, de faire des comportements qu'il ne fait pas à l'habitude. Juste parce que là, il est trop surexcité puis il ne gère plus. Là. C'est ça. Mordre le divan, se mettre à... Des fois, ils peuvent se mettre à zigner aussi. Ça, c'est souvent quelque chose que je vais voir chez un chiot qui est surexcité, là, justement, à ramasser un coussin, se mettre à zigner. Se mettre à mordre, mais pas juste du petit mordillement. Là. Des fois, là, ça perce la peau en tabarnouche. Là. Ramasser le bord de pantalon, secouer. Oui, on a beau le retirer, il va revenir à la charge. Là. Il est vraiment trop en stimulation puis il ne gère plus. Là. Fait que c'est important de contrebalancer les moments d'exercice physique, de dépenses de stimulation mentale aussi, avec un moment de repos. Fait que, tu sais, si par exemple, tu viens d'aller faire une marche de 15-20 minutes avec ton chiot, puis à la suite, tu peux lui proposer une activité plus calme, comme de la mastication, ou carrément le mettre dans sa cage avec peut-être un toutou, quelque chose comme pour l'apaiser le temps qu'il s'endorme, puis donner une petite période de repos d'une demi-heure, 45 minutes. Tu sais, y aller selon le cycle naturel du chiot aussi. Tu sais, pas attendre qu'il tombe de fatigue parce que là, il était juste, c'est ça, complètement mongol, une petite tornade, puis ben là, je suis tellement fatiguée que paf, c'est fini, tu sais. Fait que vraiment être capable de balancer le quotidien pour qu'on ait des bonnes périodes de repos, mais aussi des bonnes périodes de dépenses, puis des bonnes périodes d'apprentissage. Question d'équilibre, dans le fond. Tu as un équilibre dans tout, ben, c'est un peu le même principe. Là. Oui, exactement. Dans les journées où on travaille, il y a possibilité de faire appel à des marcheuses qui vont venir à la maison, sortir le chiot. Puis
Puis là, l'objectif avec un chiot, c'est pas de prendre 1 heure de marche. Là. Non. Êtes-vous Un à 15 minutes, 5 minutes par mois d'âge? Êtes-vous là-dedans? Moi, exercice, mettons, à un B. Imposé, là, je vais... Exercice imposé, oui, je te dirais oui, sauf si c'est une marche en longue, mettons. Oui, parce que pour Fait moi, que c'est moins imposé qu'une marche en laisse. Exactement. Une C'est imposé, c'est le chien est restreint puis il faut qu'il le fasse. Là. Oui, Donc, non, 5 minutes par mois d'âge, à peu près, je trouve ça quand même assez raisonnable. Sinon, c'est sûr que quand il n'y a pas de restriction, ben, le chien, s'il a envie de bouger, qu'il bouge. Là. Oui, quand il sera tanné, il ne sera pas obligé de continuer, il va pouvoir aller se coucher. Ouais, parce que trop, c'est comme pas assez non plus, là, surtout là, vu qu'on veut pas, tu sais, en développement, on veut pas faire attention aux articulations, tout ça aussi. Oui, vraiment. Les vols d'objets, les sauts, les mordillements. Comment qu'on gère ça? My God! Ça, c'est souvent la première problématique qu'on a chez les gens qui ont des bébés chiens. Surtout si on a des enfants, parce qu'un vol d'objet, l'enfant va vouloir aller le rechercher puis tirer dessus, ce qui renforce le mauvais comportement. Donc, le fait de rediriger vers un autre jouet, vers de la mastication, c'est trop fatigué, l'envoyer en moment de repos aussi, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser. Mais de grâce, ne pas renforcer le comportement en tirant sur le jouet pour lui enlever, en courant après pour lui enlever, parce que ça renforce ce comportement-là. S'il nous saute dessus puis qu'on le flatte ou qu'on veut juste le repousser, bon, il donne une certaine attention puis il va renforcer encore là ce comportement-là. Fait qu'on utilise la laisse? On peut utiliser la longe qu'on va mettre le pied dessus. On peut utiliser le fait qu'on va se retirer puis on ignore le chien. Parce que juste le fait de le regarder, il y a une certaine attention puis il va renforcer ça parce qu'il va se dire « Ah, mais la dernière fois que j'ai sauté dessus, elle me portait son attention, fait que ça a été gagnant. » Je vais continuer à le faire. Le regard visuel, c'est tellement important chez le chien. Fait que faire attention parce que nous, on communique avec beaucoup la gestuelle puis la parole. Fait que c'est pour ça que, tu sais, souvent quand on dit aux gens « Ignore ton chien », bien là, c'est comme je le touche pas puis j'y parle pas, je l'ignore, mais il faut pas oublier que chaque mouvement, le chien lui communique avec le regard visuel et la gestuelle. Fait que chaque mini-mouvement que tu peux faire, si tu as sauté dessus puis tu as juste fait ça ou tu l'as regardé, bien, c'est déjà une forme de contact. Juste le repousser, c'est une forme de contact. Oui, vraiment. Fait que moi, souvent, ce que je dis, c'est de te virer de bord. Fait que dès que tu te vires de bord, souvent, c'est un peu comme un chien, exemple, qui l'autre chose s'approche, souvent, il va faire un déplacement contraire extérieur. Fait que, souvent, je trouve ça envoie un message plus clair. Puis, tu sais, j'ai jamais vu personne se revirer de bord pour faire ça avec sa tête, là. Non, c'est ça. C'est contre-productif. Fait qu'au moins, tu envoies vraiment un message clair au chien ou de se retirer si ça fonctionne pas après, là. Puis, on peut le regarder au loin. Puis, dès qu'il va être assis, là, on va aller renforcer ce comportement-là. Il voulait de l'affection, on va aller en donner au moment où il est assis. Ou dès qu'il se détourne, ou en tout cas, qu'il t'offre n'importe quel autre comportement alternatif, autre que de sauter dessus, dans le fond. Là. Fait que juste pas sauter, s'asseoir, t'ignorer, s'éloigner, peu importe. Crier, mettre son genou. Est-ce que c'est des techniques qui fonctionnent? Il y a certains chiens avec qui ça va fonctionner, mais il y en a d'autres que ça ne sera pas suffisant. Puis il y a même des études qui ont été faites par rapport à des chiens qui vont se faire battre, mais le chien a tellement besoin d'avoir de l'attention que même si ça fait mal, il va quand même aller chercher un certain réconfort là-dedans, d'avoir de l'attention. Fait que ça ne marche pas tout le temps. La bonne attention... Ça crée souvent d'autres problématiques. Là, fait que, tu sais, souvent de peur, d'agression, tout. Fait que c'est pas ce qu'on cherche, mais toutes les techniques marchent. Moi, c'est toujours ça que je dis à mes clients. Toutes les techniques fonctionnent, mais c'est juste qu'il y en a qui vont être plus adaptées que d'autres, puis il y en a qui peuvent créer d'autres problématiques par la suite. Là. Fait que, c'est pas mieux, tu règles ton problème, mais t'en crées un autre. Là, la bonne attention, de la mauvaise attention, ça reste de l'attention. Fait que peu importe si c'est de la bonne ou de la mauvaise attention qu'on donne à notre chien, ça reste quand même de l'attention. Fait que la meilleure technique pour cesser ce comportement-là, c'est de ne pas donner d'attention sous toutes ses formes. De ne pas offrir ce que le chien recherche. Exactement. C'est important, dans le fond. Puis de lui offrir dans les moments adaptés, justement, quand il offre des comportements alternatifs qu'on veut renforcer, qu'on trouve souhaitables au final. Parce que, comme vous l'avez dit, le chien, à la base, n'a pas de problématique de comportement. Puis je pense que c'est important qu'on le dise à tout le monde. Tous les chiots sautent, mordillent, jappent. C'est des comportements naturels de jeu. C'est ce qu'ils font entre eux autres. Ils sautent dessus, ils jouent après, ils jappent après, ils se mordillent. Il faut qu'ils apprennent qu'avec l'humain, on fait pas ça. On socialise avec des intermédiaires, on joue avec le toutou, on lance la balle, on mordille pas l'humain. Mais tous les chiots font ça. C'est juste de pas les renforcer. Mais c'est normal. Puis ça fait partie du processus d'adaptation, d'apprentissage chez le chien. Là, puis souvent, quand les chiots vont se mordre entre eux, ben s'il y en a un qui mord trop fort, l'autre va faire un petit cri pour dire « OK, t'as été trop fort. » Ou stopper le jeu, tu sais. Exact, c'est comme ça qu'ils vont développer l'apprentissage entre eux, mais c'est l'inhibition aussi de morsure. Travailler l'inhibition de morsure. Ça, c'est important, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est pas une problématique de comportement, tu sais, parce que pour le chien, c'est normal, ça fait partie de sa méthode de communication, mais
c'est d'apprendre justement à bien socialiser avec l'humain au final. C'est ça, même si c'est normal, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour rediriger ces comportements-là vers la mastication, vers des jeux où là, ça va être accepté. Oui, c'est juste pour que les gens le sachent, parce qu'il y en a des fois, ils sont comme mon chiot me saute dessus, me mordit, il y a un problème de comportement, mais non, c'est ils font tout ça au début, parce que les autres, c'est leur moyen de communiquer, mais il faut juste leur apprendre comment bien communiquer avec l'humain. Ouais. Puis en renforçant pas ces comportements-là avec l'humain, bien, le chien va finir par les inhiber, puis il va renforcer ceux pour lesquels ça fonctionne. Fait qu'il obtient de l'attention. Fait que quand ça soit, au lieu de sauter, bien, ça fonctionne. Il va reproduire ces comportements-là à la place. C'est toujours une question de motivation. Fait que si le chien a un gain à faire un comportement, il va le reproduire. Ben oui, Puis les gens qui disent « Moi, je veux pas utiliser la récompense parce que je veux pas être dépendant de ça », qu'est-ce qu'on leur répond? Mais ça s'élimine par la suite. C'est beaucoup plus facile d'utiliser le renforcement positif parce qu'on va créer des liens beaucoup plus rapidement. Puis ensuite, ça s'élimine. On est capable de l'effacer, cette récompense-là, en récompensant une fois sur 2, une fois sur 3, puis tranquillement, pas vite, les éliminer. Mais si vous voulez avoir des résultats rapides, ben pourquoi pas? C'est sûr. Puis à la limite, on peut utiliser les croquettes de repas là, si on a peur que notre chien prenne trop de poids ou s'il a de la misère à tolérer les récompenses. Il y a des chiots qui sont assez gourmands, entre autres des labradors. Ils sont assez gourmands que même les croquettes de repas vont faire la job. Absolument. Fait qu'au lieu de donner ça dans un bol qui va être free, trop facile, ben on va le faire travailler puis on va récompenser les bons comportements avec. Ben moi, pour vrai, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, chaque personne, si, mettons, elle me contacte dès qu'elle a son chiot, je te dirais que, même n'importe quelle race, pour vrai, les chiens travaillent même pour avoir leur nourriture. Fait que souvent, c'est ça que je recommande, moi, d'y aller avec la nourriture. Puis je tiens juste à spécifier, parce que là, on parle de récompense, mais tu sais, là, on y allait plus avec une récompense gustative, parce que, à la terme, à la base, la récompense, ça peut être autant juste ma flatterie, c'est la récompense. Si mon chien a déjà de l'attention, il s'assoit, bien, ma récompense en soi, c'est qu'il va avoir du contact quand il y en a. Fait que, tu sais, le renforcement positif, à la base, c'est ça le but, c'est d'offrir un renforcement, mais c'est d'offrir à l'animal ce qu'il veut quand il effectue les comportements souhaitables. Ça peut être un jeu aussi. C'est ça peut être un jeu, ça peut être j'ouvre la porte quand il s'assoit, bien, la récompense, c'est que la porte s'ouvre, il y a la possibilité de sortir. Fait que, tu sais, c'est une forme de renforcement positif. Je renforce le bon comportement en offrant la récompense, qui est ce que le chien désire, quand il effectue le bon comportement aussi. Là, mais ça s'élimine bien quand même, la croquette, la récompense gustative, parce que mes chiens de 3 ans, je donne plus de récompense à chaque fois qu'ils font pipi dehors. Mais non. Ils savent. C'est juste comme tu l'as mentionné, Mélissa, c'est sûr que c'est important parce que au final, c'est comme moi, là, je fais une job puis j'ai 10 000 $ à chaque fois que je la fais. Bien, c'est sûr que je veux l'apprendre plus rapidement là, parce qu'à chaque fois que je l'ai, c'est tellement payant. Fait que, au final, ce que j'aime mes clients, c'est que tu travailles moins puis tu as plus de résultats parce que ton renforcement est comme plus jackpot. Ton chien est motivé au final, c'est ça. C'est payant de le faire. Puis le chien, en même temps, souvent, il aime ça. Il développe un engouement, une envie de le faire parce que, à chaque fois, c'est motivant tellement à chaque fois. Si on demande à notre client d'aller travailler sans avoir de paye, ça se peut qu'au bout de 2-3 jours... changer de job. Oui, exactement. Fait que c'est un peu le même principe pour le chien. Si on lui demande un comportement puis qu'il n'y a pas de gain à la fin, bien pour lui... les gains pour lui sont bof, tu sais, aussi de l'adapter à notre chiot, pas à notre chien, parce que pour certains chiens, bien, comme on l'a dit, telle récompense, ça va être full payante. Pour l'autre, il la trouve dégueulasse puis il la mange pas. Là. Fait que c'est aussi d'adapter à notre chien le type de récompense. Fait que, on peut y aller par du jeu, on peut y aller par les croquettes, on peut y aller avec des gâteries, on peut y aller avec juste aussi les récompenses, la récompense vocale, gestuelle. Puis plus on va avoir des demandes qui vont être difficiles, bien plus on va devoir augmenter notre valeur de récompense. Ben oui. Absolument. Parce que ça se peut que je fasse telle tâche pour avoir une pomme, mais si tu me demandes une autre tâche qui est beaucoup plus difficile, la pomme, elle va prendre le bord. Mais si tu m'offres mon fameux gâteau fromage du départ, bien là, probablement que tu vas être plus motivé, fait que tu vas plus te donner. Tu sais, toute une question aussi du niveau de difficulté. C'est sûr que plus c'est payant, même si le niveau de difficulté est plus élevé, bien, plus on est comme tenté à essayer là, au final. Absolument. Absolument. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait, gang. Ça a vraiment pas mal tout vu ce qu'on... Ben oui, on a pas mal tout vu. On n'a pas parlé de plasticité cérébrale, mais je sais pas si... on peut l'aborder rapidement. Ben oui, on a le temps. En fait, rapidement, là, on ne rentre pas dans tout ce qui est spécifique, là, mais c'est que le chiot va naître avec beaucoup de neurones. Puis, selon ce qu'il va utiliser dans les premières semaines de vie, bien, ces neurones-là vont se renforcer. C'est comme des petites connexions, un peu comme un chemin qui va se faire entre deux neurones. Puis, ce qu'il n'aura pas utilisé, bien, vont
laisser place à ceux qui vont utiliser. Fait qu'autrement dit, on dit éliminer, là, on appelle ça la mort neuronale, à ne pas confondre avec la mort cérébrale, là, c'est pas ça en fait. C'est que les neurones qu'on n'aura pas utilisés vont se tasser, vont laisser place à ceux qui vont utiliser dans le courant de sa vie. Donc, c'est important un chien qui va être bien stimulé durant son jeune âge, mais va être plus porté à garder ça en tête que... Je donne un exemple, un chiot qui n'a pas été stimulé du tout quand il était chiot ou quand il est né chez l'éleveur, bien, à ce moment-là, ça va être plus difficile pour lui. Ça se peut qu'il soit moins résilient, ça se peut que ce soit plus difficile pour lui de faire face à certains contextes, avoir un peu plus de peur qu'un chiot qui va déjà avoir vu ces contextes-là dans les premières semaines. Oui, de là l'importance aussi de bien choisir l'endroit où on choisit notre chiot. Et voilà. Où on adopte notre chiot. Les programmes de socialisation sont faits pour ça, là, pour faire le plus de connexions possible entre les neurones puis en éliminer le moins possible. Ah, effectivement. Super. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Mélissa Chartier, on peut te trouver sur Facebook pour une consultation en comportement canin avec toi? Oui, Facebook intervenante en comportement canin, Mélissa Chartier. Simple de même. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode et on se revoit pour un prochain épisode de On en parle en chien. Bye, gang!